Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le second épisode d'Internet Pépette, le podcast dans lequel je commente ce que tout Internet a déjà commenté. Je voulais d'abord remercier vraiment toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter le premier épisode. Le retour était beaucoup plus important et beaucoup plus nombreux que ce que j'aurais espéré. Vraiment, j'ai lu tous les messages, tous les commentaires YouTube, absolument tout. Ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, c'est fou. Du coup, je vais prendre un peu le temps de représenter, non pas qui je suis, parce que encore une fois, comme j'ai dit dans le premier épisode, ce serait prétentieux, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vachement partie du principe qu'il allait y avoir un aller-retour évident entre mes réseaux sociaux et ce podcast, ce qui est peut-être pas forcément le cas là sur le second épisode. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, mon c'est DFXClara, et me suivre sur X, précédemment Twitter, mon c'est Clara-DFX. Et si vous avez besoin de m'écrire, il y a une adresse mail, internetpépette@gmail.com. Voilà, je précise, comme ça au moins, ça fait humble, ça fait personne accessible, vous captez. Je voudrais aussi préciser le fait que j'ai été dans le top genre 10 ou 9 de podcast populaire Spotify. Enfin vraiment juste improbable. Vraiment j'étais en mode que se passe-t-il? Je suis à 8 numéros de Lena Situation de Couch. Je voulais aussi vous préciser qu'il y a un Instagram qui est dédié spécifiquement au podcast qui s'appelle @internetpépette. Vraiment, j'ai fait les choses bien. Pour le moment, il est vide ce compte, mais l'objectif, ça va être de l'utiliser plutôt comme un espèce de relais des épisodes dans lesquels je vais mentionner des sujets. Et je vais proposer sur ce compte-là potentiellement des posts un peu complémentaires des épisodes. Et du coup, pour cet épisode d'aujourd'hui, dans le week-end ou entre l'épisode et l'épisode suivant, je sais pas encore, je vais poster sur Internet Pépette sur Instagram des recommandations culturelles associées au thème de l'épisode. Voilà, c'est une des choses parmi d'autres que j'aimerais faire sur ce compte Instagram là. N'hésitez pas à suivre les deux. Voilà, moi je suis très full funnel, je suis très stratégie média. Autre truc qui m'a fait gaulerie depuis que l'épisode précédent est sorti, c'est à quel point j'avais eu la vision, parce que vraiment la seconde où j'ai posté l'épisode, on a eu l'annonce comme quoi il allait avoir un tableau chanté-dansé à chaque prime. J'étais en mode I did it, I said it. Et en plus de ça, il y a eu la venue de Katsai dans l'émission et tout. J'étais vraiment en mode mais la visionnarité en fait. Enfin, c'est fou ce qui s'est passé. J'espère que chaque épisode aura autant de clairvoyance que le précédent. Aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur un phénomène. J'avais envie de partir comme d'habitude d'un phénomène un peu pop culturel et d'essayer d'aller le tirer un peu plus loin. Aujourd'hui, la chose dont j'avais envie de vous parler est partie du fait que y a la nouvelle saison de Culte, la série de Prime Video qui est sortie là, je pense il y a 10 jours à l'heure où on parle. Culte de base, ça devait être une série, juste une mini-série qui portait sur le Loft et la création de la première saison du Loft dans laquelle on suivait mon icône Alexandra Laroche-Joubert qui devient la productrice de télé-réalité qu'on connaît par la création de la première saison du Loft. C'est une série que j'avais adorée et au départ ça devait être, enfin de ce que j'avais compris, ça devait vraiment être une série uniquement vraiment de une saison sur un épisode, un élément. Et en fait il s'avère que ça a très bien marché et du coup ils ont fait de Culte ce qui s'appelle une série d'anthologie, c'est-à-dire une série dans laquelle en fait à chaque saison on va traiter d'un sujet différent, complètement dessoudé du précédent, mais qui existe avec un univers commun ou une thématique commune. Et en l'occurrence, le thème de Culte, de ce qu'on comprend puisqu'on a eu la première saison sur Loft et la seconde saison sur les To Be Free, c'est qu'en fait le thème ça va vraiment être des objets pop culturels, potentiellement un petit peu datants, potentiellement un peu méjugés et qui sont un peu entrés dans une forme de patrimoine commun et partagé aujourd'hui. Tout ça est finalement encapsulé sur l'étiquette du Culte, de Culte qui est le nom de la série, ce que j'ai trouvé cool. Pas du tout de regarder la saison sur les To Be Free et de la commenter parce que j'ai regardé un épisode et ça m'a saoulé. Mais par contre, de se demander en fait, ça veut dire quoi être culte et qui a le pouvoir de décider de ce qui est culte ou non. Et je me suis dit que c'était un super chouette épisode pour aussi faire un format un peu différent du premier, parce que j'ai un peu envie d'alterner des façons de faire différentes. Le premier épisode, il était très react à des trucs concrets qui se sont passés. Là, j'avais envie d'avoir un épisode un petit peu plus écrit, un petit peu plus fouillé. Vous allez voir, il y a un petit peu plus de références, de trucs comme ça. Sur ce sujet du culte, déjà, il faut savoir d'où ça vient pour comprendre comment c'est exprimé aujourd'hui. Le mot culte, ça vient du latin et ça veut dire soin et vénération. Le culte au départ, c'est autant le sentiment que le rituel qui entoure une pratique religieuse. Et ce, depuis vraiment la naissance des religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes. Et finalement, c'est l'ensemble des pratiques qui relient une communauté autour d'une croyance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XXe siècle, il y a un glissement sémantique et symbolique de cette notion de culte, parce que justement, il y a un glissement et une bascule du rôle que joue la religion dans la société. On a une sécularisation de la société occidentale au XXe siècle, parce que pour plein de raisons économiques, politiques, la religion et la croyance et la pratique de la religion prennent une moindre place dans la société. Et ça, c'est exactement ce que raconte Edgar Morin dans Les Stars, qui est un livre qui est sorti quand même en 1957. C'est justement qu'il y a d'autres éléments de la société qui vont prendre une fameuse place de religion, et c'est les célébrités et le star system. Ça, c'est un propos que j'avais déjà développé dans une vidéo YouTube sur, je crois, les fangirls, que je vous mettrai en commentaire pareil si vous voulez aller la voir. Et c'est vraiment intéressant, cette notion de divinité séculière. On a une espèce de remplacement du culte religieux par l'adoration des célébrités et des œuvres. Il y a un besoin collectif de transcendance
transcendance, mais qui n'est plus pris en charge par la religion au sens classique du terme, et qui est simplement relocalisé à ce moment-là dans la culture populaire. Et ce qui crée des espèces de figures déifiées modernes, que ça soit aujourd'hui des Madonna, des Taylor Swift, des Beyoncé et plein d'autres. Finalement, toutes les célébrités qui arrivent à créer autour d'elles une communauté finissent par atteindre cette espèce de stade de religion qui forcément est intrinsèquement lié avec l'idée de culte, forcément. Le culte, dans le sens qu'on accepte aujourd'hui, à savoir un sens beaucoup plus pop culturel, finalement, c'est une sorte de langage partagé. Quand on a une religion, on a un langage partagé d'us, de coutumes, de manière de se comporter, de jours auxquels on se retrouve dans un lieu rituel, etc. Et bien de la même manière, en fait, quand une célébrité ou un produit culturel devient culte, en fait, il crée autour de lui de la même manière un langage partagé autour des personnes qui partagent cette adoration-là. Et je trouve que du coup, c'est intéressant d'associer cette idée de culte avec l'idée très barthésienne, l'idée uniquement barthésienne du mythe. Un mythe moderne naît quand un objet devient un signe collectif, qu'il est chargé de sens social. Qu'en fait, n'importe qui confronté à ce signe, qui peut être un objet, une publicité, une personne, en fait, on a un langage partagé qui s'active de références partagées. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on commence à définir ce qui est culte quand on parle d'une personnalité ou d'un événement de la pop culture. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du langage partagé, que ça veut dire quelque chose pour tout le monde. Ce quelque chose peut être différent, mais que ça veut dire quelque chose pour tout le monde et qu'on se le partage. Et donc, ce qu'on pourrait presque dire, c'est que le culte, ça arrive dans la pop culture au moment où une œuvre, elle dépasse sa fonction initiale et elle devient une référence, un code, un repère commun. Ce qui me permettait un peu déjà de me poser, de me dire, ok, si on se demande ce que ça veut dire être culte, c'est que potentiellement déjà il y a une forme de distance temporelle parce qu'il faut le temps que le signe devienne un référentiel partagé. Il faut une diffusion collective parce qu'il faut que ça ait du sens pour tout le monde, même si le sens est différent. Et il faut forcément une charge symbolique qui soit suffisamment forte pour survivre à son époque. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie de me demander beaucoup plus précisément comment naît le culte dans la pop culture. Le premier truc, c'est ce que je disais à l'instant, qui m'est venu à l'esprit, c'est forcément qu'il y a une notion de temps passé, de temps écoulé. On a l'impression, et c'est ce que nous témoignent aussi les choix qui sont faits par la série culte, qu'une œuvre, elle ne devient culte qu'après coup. Il faut du temps pour la comprendre, l'aimer, la citer, et aussi qu'elle devienne une référence partagée. C'est intéressant de se poser cette question du partage, parce que j'ai l'impression, enfin c'est pas que j'ai l'impression, mais dans les différentes lectures que j'ai pu faire, en fait, le culte, il se reconnaît souvent à sa capacité à être cité, fragmenté, recyclé à l'infini. Quand quelque chose a atteint un stade où il peut être réinterprété, réécrit, parodié, c'est probablement qu'il a atteint une forme de culte et de statut de culte. C'est un peu la théorie de Umberto Eco sur les films cultes. Pour Umberto Eco, un film culte, c'est un film qui n'est composé que de plein de fragments qui sont répétables, parodiables. Donc j'ai l'impression que la première chose qui nous permet de définir ce qui est culte, c'est qu'il y a l'idée d'une relecture collective. On réécrit l'histoire d'une œuvre selon les désirs d'une époque et ça finit par faire sens parce que justement tout le monde y a trouvé une part de compréhension, que ce soit par l'adoration ou finalement aussi par la parodie et par la moquerie. Forcément, cette idée de temps qui passe, elle implique forcément d'analyser le fait qu'un produit est culte ou une personne est culte parce qu'il y a de la nostalgie. Que permet le temps passe entre une émission, un groupe, quelque chose qui a marqué son époque et maintenant et le passage au statut de culte. C'est une forme de mythification affective. Parce que le temps est passé, eh bien ce que raconte de nous, de notre époque, de notre société, le produit culturel, c'est une forme de refuge émotionnel qui est le symbole d'une époque qui elle-même est devenue une forme de mythe dans notre esprit. Les années 90, le début des années 2000, le début de la télévision, tout ça c'est des choses qui, parce que le temps est passé, se sont mythifiées dans notre esprit avec des valeurs et des codes associés. Et donc forcément un produit culturel qui est le reflet de cette époque-là, il va forcément jouer ce rôle-là. Et puis la nostalgie, elle a forcément un effet de filtre qui embellit. Ce que je disais, on garde les symboles, on oublie les défauts. Pour autant, si je devais quand même chercher le cœur de ce qui, selon moi, permet de qualifier que quelque chose est culte ou non, je pense que le premier truc qui m'est venu, et c'est le truc que j'ai trouvé le plus juste ensuite, c'était l'idée de tragique. Parce qu'en fait, quand on regarde le point commun entre plein de choses qui sont qualifiées de culte, il y a toujours d'une certaine manière une histoire de drame ou de souffrance à l'intérieur. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait c'est réel. C'est que d'une certaine manière avec le culte, plus la chute est grande, plus la figure devient mythique et elle s'expose potentiellement à ce passage au statut de culte. Ça c'est une notion qui est vachement développée dans un livre de Susan Sontag qui s'appelle Regarding the Pain of Others, qui est un livre dans lequel elle parle globalement du fait que la souffrance, quand elle est représentée, elle devient esthétique et qu'il y a une manière de regarder, de présenter la douleur et de la consommer. Et finalement quand on pense à plein de personnalités qui sont devenues cultes, et bien finalement elles sont associées à une forme de douleur. Le Club des 27 par exemple est finalement d'une certaine manière un des meilleurs exemples de ce qui devient culte. C'est uniquement des personnalités qui sont rentrées dans l'imaginaire collectif autour de ce drame justement de la mort à 27 ans. Et c'est vraiment pas inintéressant parce qu'en fait ces figures, elles viennent incarner une forme de sacralisation par la douleur. Leur vie devient récit. Et c'est intéressant à partir du moment où on dit sacralisation à la douleur parce qu'on va forcément penser à des figures sacrificielles, en tout cas chez les figures féminines. Cette notion de drame,
femmes, elle est commune à toutes les histoires cultes, mais elle ne s'exprime pas de la même manière si ce sont des histoires de femmes ou d'hommes. D'un côté, on a évidemment la souffrance féminine qui est un sujet qui est excessivement intéressant à analyser. La femme souffrante, c'est une figure mais mythologique en fait. Elle dépasse l'idée même de mythe, c'est que c'est une figure de la mythologie. La première femme de l'histoire, au sens religieux du terme, à savoir Ève, c'est une histoire de souffrance, c'est une histoire de succombation qui finit par mener à la chute en fait. On peut citer un nombre de figures de femmes mortes, de femmes souffrantes, absolument exponentiel. Très récemment dans la pop culture, le mythe d'Ophélia, même si je trouve qu'il n'a pas été réécrit de la bonne manière par Taylor Swift, mais utiliser Ophélia comme une métaphore d'une vie de souffrance. Pénélope, la femme d'Ulysse, c'est la femme qui attend, la femme sacrificielle, la Vierge Marie, j'en parle même pas, c'est la femme sacrificielle par excellence. Marie-Madeleine au pied de la croix, Madame Bovary dans la littérature du 19e siècle. Edgar Allan Poe disait « The death of a beautiful woman is unquestionably the most poetical topic in the world ». La mort d'une belle femme est sans aucune question le sujet le plus poétique du monde. Il y a quelque chose évidemment au 19e siècle de particulièrement prégnant dans la souffrance féminine puisque on considère que la pâleur, que la nervosité, que les humeurs des femmes sont finalement un signe de fragilité qui les rend extrêmement belles et on le voit d'ailleurs beaucoup dans la peinture et dans les représentations picturales de femmes et portraits de femmes au 19e siècle, on voit cette souffrance, cette fragilité physiologique même s'exprimer très fortement. Finalement, pour les femmes, la fragilité et la douleur deviennent des valeurs esthétiques et morales. C'est ce qu'on dit dans le stéréotype de la vierge ou de la putain. Il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance dans les deux cas, mais une souffrance qui est encore plus belle si elle est de l'ordre du sacrifice. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a de plus en plus de figures féminines qui se réapproprient ce trope-là, ce mythe-là. Je disais, je citais l'exemple de Taylor Swift, même si vous savez vous-même que j'ai pas particulièrement apprécié sa lecture des mythes féminins dans The Life of a Showgirl, mais je trouve que récemment, l'album de Florence and the Machine, Everybody Scream, je trouve que c'est un album, c'est un album qui est écrit autour de la souffrance féminine parce que c'est construit autour de une espèce d'hystérie qui est née d'un accouchement extrêmement violent, d'une fécondation, d'une grossesse extra-utérine. Il y a quelque chose dans l'esthétique que je trouve extrêmement intéressant sur cette idée de souffrance féminine, de perdre la vie parce qu'il donne par le biais qui est censé donner la vie. Je trouve que c'est hyper intéressant. Bref, de toute époque, de tout moment, une figure féminine dramatique, dramatisante, atteint forcément un niveau de culte parce qu'en plus une femme qui décède, une femme qui meurt, c'est une femme qui ne peut plus se réapproprier son schéma narratif et donc qui peut devenir, comme le sont majoritairement les femmes dans la société patriarcale, un écran de projection des désirs et des rêves totalement inerte puisqu'elle ne peut plus se réapproprier son schéma. Et de l'autre côté de la souffrance dans le genre, il y a la souffrance masculine qui évidemment n'a pas du tout la même valeur ni la même posture que la souffrance féminine puisque évidemment, et encore plus dans le cadre de la création artistique, l'homme qui souffre, c'est forcément le mythe du poème maudit et de l'artiste torturé. On a les figures du poète maudit, Rimbaud, Baudelaire, qui écrivent en plus justement eux-mêmes sur des femmes mystérieuses, potentiellement souffrantes, et de la même manière que les stéréotypes de féminin souffrant se retrouvent de génération en génération et d'époque en époque, c'est la même chose pour les figures de masculins en souffrance, de poètes torturés, puisqu'on le voit au XXe siècle même, ces figures à la Jim Morrison, à la Gainsbourg, à la Kurt Cobain, qui sont des figures torturées, qui disent s'inspirer elles-mêmes des poètes torturés du siècle précédent, sont des figures qui incarnent une masculinité à laquelle tout est excusé, y compris la violence, parfois la brutalité, etc. Parce que ils sont des poètes, ils sont des créateurs, ils sont des génies. Et cette souffrance n'est que au service de la catalysation de l'art et de la réussite, au service d'un art qui serait excusable en tout point. Une fois qu'on a essayé un petit peu de cadrer ce qui pouvait permettre de qualifier le culte, chose que j'ai fait autour majoritairement du thème du dramatisme et du drame, c'est intéressant de se demander finalement qui en fait décide de ce qui est culte. Parce qu'évidemment le culte en tant que concept de société ne peut pas exister comme ça, sortir de la terre et d'un coup c'est un peu magique, quelqu'un décide que c'est culte. Non, il y a un travail qui se fait, un processus qui se fait et qui est très intéressant à analyser parce que de façon évidente, on l'a dit depuis le début, aucun objet n'est culte sans un groupe de gens pour le vénérer. C'est définiteur de ce qu'est le culte, puisqu'on l'a dit au début, c'est quelque chose de l'ordre de la religion. Et la plupart du temps, ces groupes de gens, ils sont d'abord constitués de fans, et majoritairement, souvent, de fans féminines. En fait, ce qui permet à un objet de potentiellement accéder au statut de culte, c'est d'abord d'être apprécié très fortement par une communauté, même si celle-ci est réduite. Et c'est très intéressant, en fait, de voir que dans le cadre de la mythification populaire, les fandoms, surtout féminins, sont les moteurs de cette mythification populaire. Ce que font les fans, en fait, autour des artistes
artistes ou autour des projets culturels, c'est qu'elles créent des récits, elles créent des symboles, elles font des réécritures. Exactement le processus qu'on a cité au début, comme étant le processus de mythification et d'entrée en culte d'un objet. Elles bâtissent le culte avant qu'il soit reconnu. Elles font ce travail de création de la religion, du culte, littéralement, autour de l'objet. C'est véritablement une ferveur communautaire qui permet à un objet de se transformer en mythe. Il y a quelque chose de d'autant plus intéressant qu'il y a un sujet évidemment de légitimation autour du culte. Parce qu'en fait, beaucoup de phénomènes aujourd'hui qualifiés de culte par le grand public ont d'abord été des phénomènes féminins ou adolescents, et donc jugés mineurs. Et ce que raconte finalement le culte, c'est qu'il y a un rapport qui est très bien expliqué par Dick Ebidge dans ses textes sur les contre-cultures et les sous-cultures, qui est qu'au départ, il faut qu'un groupe de personnes, la plupart du temps minorisés ou pointés du doigt, fabriquent tous les us et coutumes, etc. autour de l'objet pour que celui-ci puisse à un moment être réapproprié par les médias dominants, par la culture dominante et devenir culte. Les objets ne deviennent cultes que une fois qu'ils ont été récupérés par les médias ou par les hommes ou par les groupes dominants, mais ils ne pourraient pas atteindre ce statut de culte si ces objets n'avaient pas d'abord été encensés, travaillés, remixés et célébrés par des groupes minoritaires ou des groupes très intensément investis dans le projet. Ce que nous raconte le culte de la culture, c'est qu'elle nous raconte que la culture populaire est un terrain de résistance et de récupération. Ce que raconte le culte, c'est un mouvement extrêmement connu, c'est ce que je viens de dire, d'échange entre la culture mainstream et les contre-cultures, à savoir que ce que les dominés aiment finit par être revalorisé uniquement quand les dominants s'en emparent. Quand les dominants s'en emparent, c'est souvent d'une manière qui a été déjà digérée, aseptisée, lissée et simplifiée pour ne pas créer de danger ou de remise en question de quoi que ce soit. Ce que raconte le culte, c'est le pouvoir des dominants et du groupe mainstream à annihiler ou absorber une culture ou un produit culturel pour en faire quelque chose de digérable par tout le monde. Pour résumer, il y a quelque chose du culte qui est un rapport, c'est ce que je venais de dire, de simplification. En fait, pour devenir culte, c'est ce qu'on a défini dès le début, il faut devenir repérable, identifiable et partageable. Et donc ça implique forcément de lisser la complexité que pouvait avoir ce produit quand il était encore utilisé, écouté, entendu, encensé par un groupe minoritaire, parce que ce qu'il doit rester pour qu'un produit ou un projet devienne culte, c'est le signe et non pas la nuance. Parce que ça raconte à la fois en fait que le culte est toujours une version simplifiée du réel, mais en même temps c'est ce qui lui donne sa puissance collective et qui nous permet de nous retrouver autour de certaines choses partagées. C'est très ambivalent, je trouve, ce que raconte le culte des rapports de domination culturelle. Finalement, et c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand j'ai écrit cet épisode, c'est cette fameuse citation de Bourdieu dans La Distinction où il dit que le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Un même objet peut à un moment être un objet de distinction. Je te dis que ce que tu aimes n'est pas culte, que c'est mineur, que c'est médiocre pour me distinguer de ton goût. Mais le jour où pour une raison X ou Y de réappropriation, de transformation, de dilution de ce même produit, je pourrais moi désigner qu'il est culte pour en faire autre chose qui me servira à moi. Et donc il y a quelque chose de l'ordre pour les groupes dominants dans la détermination de ce qui est culte, de la réaffirmation de leur goût, en montrant bien que c'est eux qui décident de ce qui est de bon goût ou pas, même pour la même chose. Et qu'en fait, c'est eux qui sont décideurs de quand un objet ou un élément peut passer au stade supérieur. C'est à la fois, en fait, une manière de se distinguer socialement, le culte, mais c'est aussi une forme de revanche du mauvais goût. Donc il y a encore une fois un aspect assez ambivalent dans la lecture qu'on en a. Et je trouve que c'est d'autant plus juste cette lecture des choses un peu bourdieusienne dans la mesure où aujourd'hui on vit dans une société où la distinction se fait moins par l'apanage véritablement de la culture légitime et par le dégoût de la culture illégitime ou populaire. On est dans une génération, dans une société où on pioche beaucoup plus dans les codes sociaux de plein de catégories sociales pour se fabriquer sa propre identité, y compris quand on est issu de la classe bourgeoise. On va prendre des vêtements, des expressions, des attitudes qui sont plutôt associées à la classe populaire. On leur retire toute leur symbolique de dégoût initial pour en faire quelque chose qui va être interprété avec ironie, avec détachement, avec décalage. Et en fait, en célébrant en tant que culte quelque chose de l'ordre du passé qu'on aurait méprisé auparavant, c'est une manière pour nous de le faire sans que ça nous... Quand je dis nous, c'est le groupe dominant, hein, je dis pas nous dans l'absolu, mais c'est une manière pour le groupe dominant de s'approprier quelque chose en sachant parfaitement que ça ne va pas l'impacter négativement. Parce que ce temps qui est passé, cette dilution qui a eu lieu, elle permet au groupe dominant de ne saisir et de ne s'approprier que ce qui l'intéresse dans le produit culturel, et donc d'en faire forcément l'apanage du bon goût, soit par un bon goût absolu et légitime dans une certaine catégorie d'objets ou d'attitudes désignées, mais aussi quand on s'approprie quelque chose de beaucoup plus pop culturel en l'affublant du culte, c'est une manière de dire maintenant c'est bien, et ce que ça pouvait raconter sur les gens qui aimaient ça au départ est très différent de ce que ça raconte sur moi aujourd'hui. Pour conclure sur cet épisode sur culte, j'avais juste envie de faire quelque chose que peut-être je regretterais si je me fais voler mon intelligence, mais j'aimerais vous donner 2 idées que j'aimerais bien voir développer dans une saison de culte. La première, c'est que j'adorerais qu'il y ait une saison de culte sur
David Cathy Guetta, ambiance Fuck Me I Am Famous. Je pense que ça serait iconique. C'est vraiment une era qui est tellement chargée d'une esthétique, de valeurs, de couleurs. C'est très loin de nous, en même temps c'est très proche de nous. J'adorerais. Et un peu plus niche, j'aimerais aussi beaucoup une saison de culte sur genre l'era 2007-2009, Baby Rocker, Bébé Brune à Paris, Gibus, Tremplin Emergenza et tout. J'adorerais voir ça. Voilà. Si les producteurs de culte nous écoutent, faites-le, mais créditez-moi et donnez-moi de l'argent. Voilà. Écoutez-moi, mais en même temps, ne me ghostez pas. Voilà, merci beaucoup. Écoutez les amis, on est arrivé à la fin de ce podcast. Je sais même pas ce que ça aura donné. Je me suis sentie très bavarde, très loquace. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour. N'hésitez pas à me dire si vous avez préféré ce format-là ou le format un peu de la semaine dernière. De quoi vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous considérez comme culte et ce qui est le culte pour vous. Et en attendant un prochain épisode, on se retrouve comme je vous l'avais dit sur l'Instagram d'Internet Pépette pour un peu plus d'approfondissement et sur mon Instagram perso pour discuter, papoter, se faire des retours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!